Bonjour. Donc tout d'abord, grand merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir effectivement de faire un retour en arrière et de rajeunir de 20 ans. Et de rencontrer bien évidemment avec grand plaisir mon directeur de thèse, M. Donadieu. C'est également un retour aussi en arrière, si j'ose dire, de quelques années. C'est effectivement aussi ici que je me suis marié. Donc vous voyez, finalement, la boucle est bouclée. Quand on parle un peu en ce moment de retraite, ça fait toujours du bien un peu de rajeunir. Voilà, donc l'idée sur ma présentation, là, c'est de faire un peu le point sur finalement ce qui a généré un peu ma thèse et quelles sont un peu les grandes conclusions ou les points que j'ai pu regrouper au fur et à mesure de mes recherches. Voilà, j'ai tout faux. Ah oui, c'est uniquement le titre. Je recommence. Pardon. C'est juste. D'accord, pardon. Ouais, c'est bien comme ça. Merci. Tout d'abord, donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'introduction des essences exotiques ou alloctones qui ont été introduites donc en Bretagne et bien évidemment dans le Morbihan, puis leur acclimatation et l'intériorisation, je définirai un peu toutes ces notions-là par la suite, n'est pas le fait du hasard. C'est vraiment quelque chose qui a été totalement construit dans un enchaînement de différents facteurs, hein, donc des facteurs qui sont à la fois des processus qui sont à la fois historiques, scientifiques, littéraires, artistiques, sociaux, et tous ces éléments-là conjugués ont progressivement généré les paysages que nous connaissons aujourd'hui. Ces différents éléments n'ont pas fonctionné individuellement, mais ont souvent été en lien relativement étroit. Par exemple, lorsqu'on parle littérature et représentation artistique, il est clair que ça a été quasiment à peu près à la même époque et avec des visions, alors parfois très positives et des fois très négatives, hein, des paysages bretons et également morbihanais, mais il y avait vraiment une véritable corrélation sur ces aspects-là. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aborder un peu la partie historique très rapidement. Alors moi, je remonte vraiment largement dans le temps par rapport à l'intervention précédente, où là, on est... moi, j'ai commencé plus vers le XIe siècle. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant, relativement ou quasiment pas d'éléments utilisables au niveau des archives. Tout simplement parce que nos amis normands sont venus nous rendre visite et que finalement, il y a eu quand même beaucoup de dégradations, beaucoup de textes ou d'archives brûlées, de cartulaires brûlés, etc. Et donc, on n'avait vraiment pas grand-chose pour travailler sur ces aspects-là. Donc, à partir du XIe au XIVe siècle, bon, l'histoire humaine de la Bretagne est bien sûr en grande partie liée à l'aspect religieux. Donc, bien évidemment, il y a des grandes surfaces qui sont boisées, qui se réduisent donc, assez rapidement dès le XIIIe siècle, dès lors que les moines interviennent et commencent à créer donc, des monastères relativement importants et qui nécessitent bien évidemment de déboiser pour pouvoir commencer à assurer une certaine rentabilité du monastère et aussi assurer bien évidemment la partie vivrière de ces structures. Il y a également un autre élément qui va pousser assez rapidement à une dégradation ou à une éradication relativement importante des déboisements, c'est tous les modes de faire valoir que l'on a en Bretagne. Alors la motte, la quévèze, etc. Enfin, il y a différents systèmes comme ça qui sont des systèmes quand même très féodaux et qui progressivement incitent de façon alors plus ou moins directe les différents propriétaires fonciers ou autrement les agriculteurs, tout simplement à déboiser. On peut quand même considérer que la déforestation du Morbihan a été comme un lent processus qui s'est étalé, donc, comme j'ai pu le marquer, là, sur à peu près 8 siècles, et qu'à partir du XIIIe, le maillage des grands boisements n'était guère éloigné de ce que nous connaissons à peu près aujourd'hui. Du 15e, alors là c'est un bond relativement important, du 15e au 19e, là le tissu forestier poursuit son recul, surtout après l'annexion du duché de Bretagne, pour des raisons là aussi relativement faciles à comprendre. Dès lors que le duché de Bretagne est annexé et devient donc la Bretagne devient française, il y a une pression fiscale déjà à cette époque, relativement importante, qui oblige donc à défricher de nouvelles terres pour produire bien évidemment davantage et obtenir également des terres agricoles qui sont aptes à satisfaire les besoins alimentaires d'une population qui a quand même tendance à légèrement augmenter en Bretagne.
Au 19e, la déforestation s'intensifie encore. Là, on est dans un autre registre. C'est plus l'industrialisation qui va pousser à ce genre de choses-là. Bien sûr, il y a les forges qui vont utiliser beaucoup de bois, l'industrie navale, et puis par la suite, il y aura également d'autres éléments qui vont venir se rajouter. C'est tout simplement ces terres qui pour l'instant sont soit équipées, enfin soit pardon, pas équipées mais occupées pardon, par du bois ou des couverts de landes, et bien finalement il y a derrière une ambition quand même économique relativement forte, et l'ambition elle est double, à la fois développer soit des parcelles agricoles, donc vraiment avoir de la rentabilité, donc disparition, régression des landes au profit de la culture, des cultures agricoles, ou autrement régression des landes pour pouvoir par la suite replanter dessus des essences résineuses pour justement pourvoir les forges, l'industrie navale, et par la suite on va le voir tout simplement l'industrie également des mines. Donc l'arrêt du recul de ces boisements peut se situe près, même très précisément, à partir de 1829. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement la création, alors là c'est le titre, de la Compagnie de Bretagne pour la plantation de 100 000 hectares de landes en bois de pin et autres résineux. Donc ça c'est vraiment... cette compagnie a vraiment joué un rôle important, non pas sur le reboisement, parce que finalement, pour pouvoir réunir 100 000 hectares de landes, pour pouvoir après les reboiser, il fallait les trouver. Elle a eu beaucoup de mal, et de toute façon, au bout du bout, de toute façon, elle s'est essoufflée là-dessus, et finalement, elle n'a pas exercé une action réellement concrète sur le territoire. En revanche, elle a quand même lancé grandement justement l'idée ou la politique du reboisement sur ces surfaces. Ça c'est le premier cas. Et autre chose, bien évidemment, ça va donner aussi des idées à certains députés bretons qui finalement vont essayer même aller jusqu'à avoir l'idée de créer des camps de travail pour justement mettre le breton, qui est par définition, d'après certains écrivains célèbres, pauvre, alcoolique, c'est une grosse brute, enfin vous voyez, on est quand même assez gratiné. Et donc c'est dans ce cadre-là que finalement on se dit, plutôt que de les payer à faire la mendicité et à boire, eh bien on va les mettre à bosser. Et donc c'était l'idée aussi de se dire, si on les met à travailler, c'est on les met sur les landes, on leur fait esserter la lande, et ensuite bien évidemment on va les mettre à boiser. Ça n'a pas marché, inutile de vous dire que là... Alors ils se sont dit, comme ça marche pas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien finalement, ils se sont dit, on va les faire travailler, mais plutôt que de les payer, parce que quand ils les payaient, ils allaient voir, c'est des oreilles, ils se sont dit finalement, on va pas les payer, on va leur donner des surfaces à titre de compensation. Et là, c'est devenu beaucoup plus intéressant, et c'était beaucoup plus efficace comme action sur le terrain. À partir du 20e, donc les grands mouvements de défrichement et de reboisement vont donc s'affirmer. Donc le défrichement et le ralentissement est conséquent tout simplement du fait de la main-d'œuvre. Il ne faut quand même pas oublier que là, il y a eu comme deux conflits mondiaux relativement importants, et bien évidemment, les landes régressent au profit de surfaces boisées. Alors finalement, pourquoi ces boisements par la suite vont reprendre? Eh bien, tout simplement, après la guerre, il y a relativement moins d'hommes, moins de possibilités, bien évidemment, de pouvoir cultiver, même si les femmes les ont remplacés, ce qui est souvent le cas dans le cas des guerres. Mais pour justement assurer une certaine forme de retraite aux veuves de guerre, eh bien, elles vont avoir le droit de pouvoir reboiser certaines de leurs parcelles, qui étaient des parcelles agricoles, et donc remettre dessus principalement des pins. Il y a également une volonté de réduire les surfaces de landes. Alors là, c'est tout le discours que l'on peut avoir sur les landes, qui était souvent considéré comme improductives, malsaines pour la santé, etc. Il y a tout un discours hygiéniste qui se met en place, et dans ce cadre-là, là aussi, le reboisement redémarre, principalement et toujours avec des essences résineuses. Il y a également, comme j'ai dit tout à l'heure, l'importation après de pins maritimes. On les utilise aussi par la suite donc, comme poteaux de mine, principalement donc, en Angleterre, Pédial principalement. Et puis, donc vous voyez un peu les tonnages, ça représente, il y avait 40 000 tonnes de fûts envoyés en 1903 en Angleterre, et puis plus proche de nous, ensuite ce sont les mines françaises qui ont utilisé également ces poteaux de mine, qui étaient donc du pain maritime.
Le reboisement continue toujours et s'accentue encore avec un autre élément, c'est tout simplement à partir de 1947 l'octroi de plans ou de subventions dans le cadre du Fonds forestier national qui se met en place. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, le Fonds forestier, ce qui n'est plus le cas au jour d'aujourd'hui, subventionnait principalement et quasiment exclusivement que le reboisement avec des essences résineuses. Pourquoi? Parce que ça rentrait vraiment dans une logique économique et qu'à cette époque-là, on considérait que le résineux, tout simplement pour des raisons de vitesse de croissance, était plus intéressant que d'implanter directement des essences caduques. Maintenant, on revient un peu en arrière avec justement l'idée d'implanter des essences feuillues semi-précieuses. Enfin, dernière chose aussi, le reboisement à partir de la fin du XXe siècle, les parcelles, partiellement privées, se morcellent, principalement suite aux différentes successions, et ces parcelles n'ont plus de valeur financière au sens strict du terme. Elles donc, qu'est-ce qu'elles vont générer? Elles vont générer une spéculation que l'on retrouve et voilà, qui a perduré jusqu'à nos jours. Donc c'est un peu tous ces éléments-là. Sur l'aspect scientifique, là on est, il faut toujours imaginer que c'est pas l'histoire plus la science, etc. C'est toujours un enchaînement de tous ces paramètres-là. Principalement du 18e au 19e siècle, ce sont les premières grandes introductions, même si elles remontent au 17e, mais vraiment la montée en puissance, c'est vraiment le 18e, 19e siècle, avec deux approches un peu différentes. On a à la fois les botanistes explorateurs, et puis on a également les botanistes collectionneurs. Donc on a donc deux groupes, alors vous en connaissez peut-être certains, Menzies, Douglas, Thunberg, Michaud, Humboldt, etc., qui sont eux vraiment des explorateurs. Et puis on a vraiment les collectionneurs qui créent des grands arboretums, Duhamel du Monceau, Jussieu, Thouin, qui est vraiment qui a été un enseignant important sur toute la partie acclimatation au niveau du Muséum d'histoire naturelle de Paris, Saint-Hilaire, etc. Et puis il y en a d'autres, plus proches de nous, Villemorin, etc. Enfin tous ces grands noms qui ont justement utilisé ce qui était collecté dans l'ensemble des différents pays mondiaux pour justement les implanter et les tester. Et ça c'est quand même un élément important parce que justement à partir du XXe siècle, avec tous les arboretums ou tous les essais qui avaient pu être réalisés, on découvre qu'il y a certaines essences principalement exotiques qui finalement ont n'ont peut-être pas retenu au départ l'attention des forestiers et qui peuvent devenir tout à fait intéressantes pour peut-être reboiser certaines parties du territoire national. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il devient possible de déterminer avec précision les potentialités de chaque essence en fonction bien sûr du milieu. C'est dit ce matin, le sol, enfin tous les facteurs édaphiques sont quand même des éléments très importants à prendre en compte quand on veut végétaliser. Et puis, malgré cela, il y a quand même toujours une certaine réticence. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès lors qu'on veut introduire des exotiques, eh bien finalement, certaines personnes, et à cette époque-là, voyaient dans ces introductions-là une remise en cause de la volonté de Dieu, qui était tout simplement d'avoir réparti correctement les espèces végétales sur l'ensemble de la planète, végétale et animale. D'accord. Donc, ça c'est déjà un premier élément. Il y a une très grande confrontation aussi entre forestiers, donc de l'école forestière de Nancy, qui s'opposaient pour des raisons techniques, en disant tout simplement on a suffisamment d'essence sur le territoire national sans aller chercher ailleurs, ou autrement pour parfois d'autres raisons peut-être un peu différentes, à savoir que finalement les exotiques représentaient un peu les essences étrangères, et dans le cadre un peu historique que l'on connaissait, finalement on n'a pas une grande volonté de vouloir, même pour les végétaux, implanter des végétaux exotiques et étrangers sur le territoire national. Et ça a été d'ailleurs repris, il y a ici des grands paysagistes du Troisième Reich, dont les noms figurent ici, qui également tenaient ce type de propos-là. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, tous les végétaux exotiques dehors. Finalement, on veut quasiment garder que notre flore autochtone. Autre élément aussi pour vraiment ancrer définitivement l'introduction et l'utilisation des résineux sur les paysages bretons, morbihanais, puis même à la rigueur au niveau national, c'est bien évidemment la grande bataille qu'il y a eu donc, sur ces partisans d'introduction ou pas des essences exotiques. Mais à partir de 1918, eh bien tout simplement il y a un changement. Pourquoi? Parce que au niveau des écoles forestières, ce sont les tenants de l'introduction des essences exotiques qui prennent un peu le pouvoir et qui progressivement
génèrent ou introduisent de façon beaucoup plus importante dans les reboisements forestiers les essences exotiques. Alors juste très rapidement, un petit point quand même. Essences exotiques, bien évidemment, c'est des essences qui proviennent ailleurs que du territoire national, d'accord, donc de l'étranger. Quand on parle d'essences allochtones, telles que le pin maritime, sans remonter très très loin en arrière, hein, d'accord, mais les essences allochtones qui ne figuraient pas qui n'existaient pas à une certaine époque sur le territoire morbihanais, bah, finalement c'est une essence qui est remontée, que l'on fait remonter du territoire national pour l'implanter donc dans une zone où il n'existait pas à l'origine, d'accord. Donc là c'est bien le cas du pin maritime. Quand on parle également de naturalisation, c'est un élément aussi important pour les arbres que l'on introduit. On préfère bien évidemment les arbres qui se naturalisent. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est-à-dire que ce sont des arbres qui sont capables de se ressemer naturellement et donc de pouvoir, sans l'aide de l'homme, hein, donc c'est directement une reproduction sexuée, et sans l'aide de l'homme, de pouvoir continuer à se régénérer et donc à maintenir les paysages en place. Cas du pin maritime également. Voilà un peu les éléments importants. Alors, bien évidemment, les végétaux sur lesquels j'ai travaillé principalement au niveau du Morbihan, c'était le pin maritime, le cyprès de Lambert, donc le Cupressus macrocarpa, qui lui est un exotique pur, hein, qui vient donc de la baie de Monterey, donc Basse-Californie, et puis d'autres essences que j'aborderai pas ici, hein, sur lesquelles j'avais travaillé également, principalement sur les landes de Lanvaux, hein, donc il y avait le pin sylvestre, et puis après j'ai abordé également le chêne vert. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dès lors que tous ces boisements ont été mis en place, finalement, il y a eu une sorte de valorisation et d'identification par les personnes et d'appropriation des paysages qui ont été générés. Et simplement, alors, vu le peu de temps que j'avais, j'ai décidé volontairement d'enlever un peu toutes les représentations littéraires, etc., et d'aborder davantage des aspects artistiques et de vous présenter un peu de quelle manière, finalement, le paysage du golfe du Morbihan a été valorisé, montré à tout le monde, et finalement, ces éléments font quasiment partie un peu de notre identité, et que finalement, dès lors qu'on pense paysage du golfe, on voit systématiquement ce que je vais vous montrer. Alors, c'est simplement en jouant un peu sur la picturalité, c'est-à-dire la façon dont la peinture a été appliquée, ce qu'on a voulu montrer, les couleurs qui ont été utilisées, les proportions, les premiers plans, les seconds plans. C'est tous ces éléments-là qui ont été mis en valeur principalement sur certaines représentations. Alors, moi j'ai un peu de soleil, donc ça sort un peu moins. Sur différentes affiches, hein, peu importe, avec des grands affichistes hein, quand même. Hein, Charles Hallot, Constant Duval, vous en verrez d'autres. Hein. C'est quand même vraiment les grands noms de l'époque, avec bien évidemment la représentation des pins maritimes et du golfe du Morbihan ou de la Bretagne, hein, peu importe, de cette manière-là, en utilisant donc des pins, et non pas le cyprès de Lambert d'ailleurs, hein, c'est toujours le pin, vous le constaterez, donc le pin avec des formes souvent un peu tourmentées, l'utilisation également de couleurs chaudes, qui représentait bien évidemment un ailleurs, et cet ailleurs c'était où? C'est tout simplement la Méditerranée. On a essayé progressivement, bien évidemment, quand on est rentré dans une période balnéaire et touristique, de faire venir les gens, et pour les faire venir en Bretagne, comme tout le monde sait qu'il fait toujours très beau en Bretagne, et bien finalement il a fallu la vendre un peu différemment, et bien tout simplement en mettant justement ces couleurs chaudes, et ce qu'on va retrouver de cette manière-là sur de nombreuses affiches. Préciser également aussi une chose, quand on voit un peu ces pins représentés, bien évidemment, s'il y a des forestiers, et je sais qu'il y en a ici, bien évidemment, ces pins-là, c'est un cauchemar pour les forestiers. Hein. Je peux vous dire que c'est absolument inutilisable à des fins forestières. Donc ça veut dire que très rapidement, ces pins ont plus été représentés, alors même qu'au départ ils avaient un usage vraiment quasiment industriel ou forestier, hein, je les ai cités tout à l'heure, l'usage va progressivement se transformer en des éléments un peu de décor. Et finalement, quel que soit le pin, hein, là on est sur la zone davantage méditerranéenne, bien évidemment, là il s'agit des pins maritimes, parasols, mais on aurait pu utiliser un pin d'Alep, etc. C'est le même principe, la composition est quasiment à peu près identique, et on vend toujours cette notion un peu d'exotisme, de chaleur, etc., de cette manière-là sur les affiches. L'exemple typique, voilà, qui le confirme, donc même si on est à Dinard, mais peu importe, hein, c'est-à-dire qu'on est aussi dans cette époque-là, on met bien sûr en transparence le palmier, pour justement évoquer toujours la notion d'exotisme. Bien sûr, par-dessus, qu'est-ce que l'on fait? On colle le pin maritime
pour la Bretagne, alors même que quand on est sur Sainte-Maxime ou toute la partie méditerranéenne, là on y met directement le palmier sans aucun problème, assez logique. Alors même que finalement le palmier, par définition, mis à part peut-être aucun palmier n'est absolument endémique de la Côte d'Azur, mis à part le Camérops. Donc, et on voit également que la composition des images, des affiches est quasiment identique. On retrouve bien toute la partie front de mer en arrondi, on retrouve bien toute l'urbanisation en arrière, un peu de relief, et au premier plan, donc la partie arborée. J'ai pris cette illustration-là parce que j'aurais pu en trouver de très nombreuses autres sur la partie golfe du Morbihan. Donc là, on est sur, voilà, c'est Armand Good qui a peint ce paysage-là. Là, on retrouve toujours un peu, même sous forme de peinture et non plus sous forme d'affiche, on a toujours un peu cette représentation-là du pin, toujours en premier plan, toujours un peu mal conformé et relativement peu utilisable à des fins forestières. Et là, ça change totalement, bien évidemment. Je me suis amusé à prendre justement des affiches d'une autre région. On trouve quand même beaucoup de pins maritimes, où là, ça ne rigole pas. Là, ça ne rigole pas. On est là dans un paysage mené par les forestiers. Donc là, les arbres, là, ils sont parfaitement droits, ils montent jusqu'au ciel, d'accord. Donc pensez un peu à ce que vous avez vu précédemment, ça change radicalement. Et puis finalement, on fait du gémage, etc. Donc on l'utilise même à des fins industrielles, vous voyez, voilà, aussi bien pour le bois que pour la partie sève. Ça, jamais vous ne trouverez de représentation de cette nature-là sur le golfe du Morbihan ou sur la Bretagne, même au sens très large au niveau des affiches, c'est jamais représenté. Autre élément, là je reviens un peu sur l'aspect historique abordé précédemment. Là on représente Anne de Bretagne, donc là c'est Clouard, donc quasiment, on va dire 1866-1952, donc quasiment au milieu, là, il a fait oui, ça, 1905. 1905, voilà comment il représente Anne de Bretagne. Alors bon, je ne sais pas si ça lui ressemble beaucoup, ça c'est pas le problème. La seule chose c'est que on voit quand même qu'elle est encadrée quand même de part et d'autre de pins maritimes sur la représentation. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, un peintre tel que celui-là, finalement, imagine que, voilà, en 1400 et quelques, eh bien, finalement, Anne de Bretagne vivait dans un paysage où le pin maritime constituait quand même une partie du paysage. Ce qui est totalement faux, parce qu'il n'y a absolument pas de tout de pin maritime à l'époque d'Anne de Bretagne dans le Morbihan et en Bretagne. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très rapidement, c'est poncif un peu, c'est-à-dire finalement quand on doit représenter un peu le Morbihan, le golfe du Morbihan, et bien finalement on le représente souvent de cette manière-là, avec bien évidemment à l'arrière-plan une végétation principalement de pins maritimes. Et alors, excusez-moi la qualité de l'image, mais là c'est pareil. Quand on regarde par exemple la représentation qui a été faite par le peintre Frélot, on l'a vu tout à l'heure, enfin ce matin, pardon, on voit bien que là, on reconnaît bien là aussi toute une stratification depuis quasiment la partie vraiment interne du Morbihan, où on est beaucoup plus sur des espèces de production, des espèces vraiment feuillues, et plus on va vers le golfe, et bien plus finalement on va commencer à rencontrer les résineux. Principalement, si on considère que le deuxième... attendez, alors que je mette la lumière, c'est mieux, là, voilà. Quand on voit, par exemple, le deuxième plan pourrait quasiment représenter un peu les zones de l'Envaux, d'accord. On retrouve, bien sûr, tous ces pins. Et puis, quand on est tout au bout, là-bas, alors là, quand on regarde un peu plus en détail, eh bien, on se rend compte que, finalement, on retrouve un peu les îles, et on retrouve, bien évidemment, aussi le pin maritime qui est implanté sur ces surfaces-là. Là, je me suis amusé un peu. Alors là, c'était pas fait dans le cadre de ma thèse, mais je me suis dit finalement, comme je vais vous voir, je me suis dit, je vais me replonger un peu là-dedans, et puis regarder un peu si des nouvelles affiches étaient fabriquées et ce qu'elles représentaient. Ça, ce sont des représentations très contemporaines. C'est des personnes là, qui ont entre 25 et 30 ans, qui sortent d'écoles, de grandes écoles de graphisme au niveau national, et qui représentent de cette manière-là le golfe du Morbihan. Et on voit que finalement, on retrouve à peu près la même chose. On retrouve toujours les pins, on retrouve certaines couleurs. On voit bien ici, là c'est complètement coupé en deux, l'océan bleu, etc., etc. Et dès lors qu'on est dans le golfe du Morbihan, c'est beaucoup plus chaud, c'est rose, c'est rouge, etc. Et on retrouve là à chaque fois le cyprès, le pin. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et finalement, ces modèles-là qu'on aurait pu croire il y a de cela, donc moi j'ai commencé à faire l'étude dessus il y a à peu près 20 ans en disant finalement les affiches que je vous ai présentées précédemment,
voilà, ça datait d'une époque et finalement ça n'avait plus vocation à se renouveler. Et bien finalement, avec 3 artistes différents, et bien finalement ces représentations perdurent. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est quand même très fortement gravé et encadré et noté dans le subconscient, je dirais, de l'ensemble des personnes. Hein, et c'est comme ça qu'on continue à le percevoir. Alors, en résumé, donc les peints maritimes, on pourrait dire que finalement ils se sont naturalisés dans la nature, c'est le cas, mais également aussi dans les regards. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'a appelé Alain Roger, la notion d'artialisation. C'est que finalement c'est l'art et c'est notre regard et ce que l'on regarde qui finalement forme un peu et nous forme. Et bien évidemment nous incite à reproduire peut-être des fois sur le terrain ce que finalement on a connu, ce qui nous rassure. C'est pas du tout par exemple le cas du pin sylvestre, j'ai aucune représentation du pin sylvestre de cette nature-là, et lors de mon travail de thèse, lorsque je posais des questions à différentes personnes sur justement le pin sylvestre, il n'était pas du tout identifié et pas du tout autant apprécié que le pin maritime. Autre chose également, c'était quand même assez surprenant, c'est que chaque fois que j'ai pu rencontrer des personnes, comme peuvent le faire d'ailleurs les étudiants de Rennes 2, beaucoup de personnes me disaient de toute façon le pin maritime dans le Morbihan ça a toujours existé. Énormément de personnes considéraient que c'était comme ça. Alors même que le cyprès de Lambert, quant à lui, ne recèle pas du tout cet intérêt, et finalement tout le monde se dit oui, le cyprès de Lambert est bien une essence qui a été introduite, qui est totalement exotique, elle n'est pas de chez nous, il le disait très, très clairement. Voilà, donc c'est quand même un élément important, ce qui veut dire que dès lors qu'elle n'est pas reconnue et acceptée, sa disparition finalement ne posera pas trop de problèmes. On le voit bien, depuis très longtemps, il n'y a pas de cyprès de Lambert de replanté, et finalement personne s'en émeut, alors que dès lors qu'on commence à toucher à des boisements de pin maritime, soit en coupe rase ou en élayage relativement fort, et bien très très vite les gens réagissent. Autre chose qui apparaissait, c'est qu'il y avait un souhait d'une meilleure gestion des espaces et des essences, et sans attendre que la nature fasse uniquement seul office d'agent régulateur. Et ça c'est ce qui a été un peu abordé ce matin, ce qui semble poser problème, c'est-à-dire que finalement comment ces essences qui sont arrivées pour certaines d'entre elles en fin de vie vont pouvoir finalement être soit replantées ou finalement vers quel nouveau paysage va-t-on aller et qu'est-ce que l'on veut retrouver. Il y avait également une volonté qui avait été exprimée de retrouver pour certains milieux des milieux naturels, donc landes, tourbières, pelouses rases. Ça c'est quand même aussi une demande assez forte, principalement des personnes qui ont des tendances, une sensibilité plus à l'écologie et à l'aspect vraiment naturel. Ça ressortait assez fortement. De même d'ailleurs que certaines personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui étaient du conservatoire du littoral, qui avaient également ce souhait. Élargir également le choix des essences, là c'est vraiment le sujet, en remplacement ou en complément, tout en regardant l'effet persistant. Ça aussi c'est quand même un élément tout à fait important, cet effet persistant. On a dit ce matin, et parfois un peu trop de verre. C'est pourtant vraiment une véritable volonté, une véritable attente sociale d'avoir justement des essences pas systématiquement résineuses, mais au moins persistantes pour justement maintenir cet effet lorsque l'on arrive au niveau du golfe de Morbihan. Donc là, ce que je mettais, c'est qu'il faudra trouver des essences qui étaient donc susceptibles d'allier à la fois des critères affectifs, passant par l'essence, et l'exemple typique du pain, c'est bien évidemment son odeur, par exemple, qui était souvent souligné, avec des critères peut-être plus subjectifs, bien évidemment, notion de printemps permanent, c'est le côté un peu vert, et il y a beaucoup de personnes qui arrivent, par exemple, de certaines régions, par exemple région parisienne ou autres, qui, dès lors qu'elles arrivent sur le golfe, finalement, le perçoivent différemment, alors même que c'est en hiver, parce que justement, il y a une persistance du feuillage. Notion de chaleur, notion de vacances, etc. Et le pain est, sur cet aspect-là, un formidable ambassadeur. Pour conclure, j'ai repris simplement une phrase d'une botaniste, Véronique Mur, qui elle, donc, intervient davantage sur la partie méditerranéenne. Elle disait la chose suivante: le XXIe siècle, sur notre rive de la Méditerranée, peut-il réduire la fracture paysagère créée par le siècle précédent? Va-t-il inventer de nouveaux usages, une nouvelle mosaïque de milieux, riche en biodiversité, s'adapter au changement climatique? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la Méditerranée, les rivages méditerranéens ont connu à peu près la même transformation que nos rivages morbihanais.
Et bien évidemment, ils seront confrontés sûrement avant nous à des changements, tout simplement parce que pour des raisons parasitaires sur les palmiers, tout simplement pour des raisons climatiques, et puis peut-être également pour des raisons tout simplement d'urbanisation aussi, où on voit bien que finalement la flore qui était implantée, la taille des végétaux qui est implantée, etc., ne correspond plus systématiquement aux usages et aux besoins de la côte méditerranéenne, et le réchauffement climatique risque peut-être de les amener plus rapidement que nous, à se poser des questions justement pour trouver des nouveaux végétaux qui permettront bien évidemment, non pas de simplement boucher les trous ou faire de la verdure, mais de se dire finalement raconter une histoire et permettre aux gens peut-être de se reconstruire une nouvelle identité à partir de ce qui aurait été implanté. Voilà un peu ce que j'avais à dire en quelques minutes, il me reste 2 minutes. Voilà. Merci. Bon, c'est vrai que résumer 3 ans de travail en 30 minutes, c'est chaud. Il y en a qui le font en 3 minutes. En 3 minutes? Ouais. Peut-être je vais demander à Pierre Donadieu de nous rejoindre. Alors peut-être est-ce qu'il y a une question en attendant. Il y en a sûrement pas mal parce qu'on aborde des sujets qui nous concernent entre acclimatation, naturalisation des végétaux. Oui. Oui, vous n'avez pas parlé plus récemment, enfin moi c'est l'histoire que j'en retiens de ce qu'on me raconte toujours, des fameux camérox ou palmiers qu'on trouve dans les propriétés privées, sur la côte morbihannaise, où on me dit que ça viendrait de la marine marchande, des officiers qui ramenaient des plants exotiques de leur voyage et qui les plantaient dans leur propriété. Donc ça aussi c'est une transformation et qu'on s'approprie aussi aujourd'hui dans certains domaines publics. Vous avez tout à fait raison. Alors c'est plutôt le Trachycarpus qui ramenait, donc c'est un palmier qui est non gélif, donc il résiste à peu près à -20, donc c'est pour ça aussi qu'il le ramenait. Et c'était vraiment introduit dans les jardins vraiment principalement par les caporniers, pour tout simplement montrer qu'ils avaient, ils avaient fait un peu un tour du monde, le plus souvent. Donc c'était vraiment un élément qui permettait de montrer le fait d'avoir fait le tour du monde. Voilà. Donc ça c'était vraiment un élément un peu identitaire, donc il y avait déjà la maison qui parfois avait une certaine forme. Par exemple, comme à Saint-Malo, les malouinières étaient aussi un élément important au niveau social, mais également sur l'image que l'on renvoyait sur le type de construction et sur finalement les personnes qui habitaient. Et les personnes qui habitaient, en plus de son habitation, le montraient tout simplement par la plantation de végétaux bien particuliers, et le palmier, ce palmier-là en faisait tout à fait partie. Voilà. Ouais. Patrick Camus à Plougoulène. Vous avez beaucoup parlé du pin maritime, du cyprès de Lambert, mais vous n'avez pas dit grand-chose de Pinus radiata, le pin de Monterrey. Est-ce qu'il a un rôle particulier, compte tenu de son aspect effectivement extrêmement esthétique? Je suis surpris qu'il n'ait pas été pris en considération. Alors, il n'a pas été pris en considération parce que finalement, à l'époque, moi je n'avais pas pris, j'avais pris quelques essences résineuses, je ne l'avais pas pris, moi il faut faire un choix, je l'assume. Bien évidemment, il a un rôle. La seule chose, c'est qu'on voit bien que le pin de Monterrey est quand même un développement qui est quand même beaucoup plus important, beaucoup plus gros que le pin maritime. Et quand j'interrogeais un peu les personnes justement sur la sensibilité, sur les pins, etc., ils étaient tout à fait capables de me dire, ça c'est du pain maritime ou du pain de chez nous, et ça c'est du pain qui n'est pas de chez nous, il est trop gros, il bouche la vue, c'est comme disait un peu Victor Hugo sur le peuplier, c'est un arbre bête parce qu'il bouche les horizons. C'est exactement la même chose pour le Pinus radiata, le pin de Monterrey. On était sur ces
cette essence de pin vraiment plantée là en front de mer qui finalement d'un seul coup occultait le tout. Il n'y avait pas beaucoup de transparence sur le pin de Monterey, alors même que le pin maritime lui permettait ce genre de choses là. Sur le pin de Monterey, ce qui est quand même un élément intéressant à voir, c'est que là aussi c'était considéré comme un exotique, comme d'ailleurs le cyprès Lambert qui venait aussi de Monterey. Et finalement quand je posais la question finalement si ce pin disparaît, est-ce que ça vous gêne? Quasiment personne ne réagissait, tout le monde me disait celui-là, à la rigueur, s'il tombe, ça ne nous gêne pas. Par contre, les pins maritimes, ceux-là, il faut les garder. Voilà, c'est vraiment... on avait toujours cette notion un peu d'arbre exotique, acclimaté, hein, donc c'est-à-dire totalement adapté au paysage, mais pas capable de se naturaliser. Capable de se naturaliser. Prenons l'exemple aussi du cyprès Lambert, qui n'est pas capable de se naturaliser, tout simplement parce que, là c'est vraiment un détail technique, mais tout simplement dans sa couche d'humus qui laisse, enfin tout le feuillage qui tombe, il y a énormément de phénol à l'intérieur, et ces compositions phénoliques empêchent tout simplement la germination. Et les seuls endroits où on a pu constater de temps à autre des régénérations de cyprès de Lambert, c'est dans les parcs, dès lors que les parcs étaient régulièrement entretenus, ratissés, etc., et que d'un seul coup, la graine pouvait à ce moment-là se mettre à germer. Voilà. Voilà, donc oui, vous avez raison, hein, quand même, le pin de Monterey fait tout à fait partie quand même du cortège floristique morbihanais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, je ne sais pas si c'est une grande demande sociale, moi quand j'ai fait, il y a 20 ans, hein, quand moi j'ai fait mon enquête sur ces aspects-là, le pin de Monterey n'était pas systématiquement le bienvenu sur le cordon littoral. Oui, bonjour James Voucher. J'avais une question à propos de votre présentation tout à fait complète, mais il n'a pas été question de la strate arbustive qui pourtant représente un élément de la composition paysagère non négligeable. Oui. Alors là aussi vous avez raison, c'est aussi un choix, c'est-à-dire qu'à mon avis c'est toujours pareil, sinon il me fallait 10 ans et je crois que peut-être monsieur Dadier n'aurait pas supporté 10 ans, donc non, parce que tout simplement on était vraiment sur la strate arborée, hein, mais c'est vrai que sur la strate arbustive il y a quand même des choses à dire, hein, bien évidemment il y a quand même des choses qui existent ici, hein, l'arbousier par exemple, hein, l'arbutus unedo, on a également alors je sais pas, le chêne vert je vais quand même mettre dans la strate arborée, hein, je vois comme un arbuste bien évidemment, mais sur la gamme arbustive on voit bien, et finalement c'est quelque chose qui a commencé il y a à peu près une trentaine d'années, l'introduction assez importante d'essences principalement d'origine néo-zélandaise qui progressivement ont vraiment pris le relais au niveau des jardins particuliers, hein, puis après peut-être pas sur le grand paysage, mais beaucoup d'essences d'origine néo-zélandaise, hein, qu'on prenne des Véroniques, que l'on prenne du lin de Nouvelle-Zélande, que l'on prenne, enfin bref, il y a plein de noms différents, hein, sont énormément introduites, et c'est des essences souvent des arbustes souvent à feuillage persistant, sont souvent introduits et se comportent très très bien sur le littoral morbihanais et sur une bonne partie du pourtour breton, tout simplement pour des raisons climatiques, hein, relativement doux, humides, etc. Ça correspond parfaitement bien au climat que l'on trouve sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Quasiment au clan. Juste pour poursuivre, on a aussi une flore spontanée présente qui n'est pas négligeable non plus, quoi. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire qu'après la question qui peut se poser, on va peut-être en discuter par la suite, mais c'est se dire finalement s'il n'y avait plus de pin maritime ou plus de cyprès Lambert ou plus du tout d'arbres, mais après peut-être le chêne vert qui peut peut-être encore tenir, finalement est-ce que ça poserait problème? La question c'est que de toute façon sous ces arbres-là il peut y avoir tout à fait un couvert végétal arbustif qui fonctionne pour l'instant parfaitement bien. Merci. Donc cette thèse a été faite il y a 20 ans. Et une thèse, ça dure au moins 3 ans, 4 ans, donc ça fait déjà... C'est ça, ça fait un sujet qui remonte à loin. Et elle a été à l'époque encadrée par Pierre Donadieu, professeur à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et Marseille. Une réaction avant de... Oui, bonjour à tous. Donc merci pour votre invitation. Alors, merci à Jean Mao donc, de m'avoir rappelé ces années-là. Alors, je voudrais faire quatre remarques pour répondre à la question générale. Comment ces résultats obtenus il y a 20 ans, est-ce qu'ils sont encore intéressants, valables, applicables
est-ce que finalement cette connaissance, elle n'a pas changé? Et en particulier, est-ce que le contexte dans lequel ces travaux ont été faits n'a pas changé? Alors, je voudrais rappeler d'abord que cette thèse se faisait à une époque tout à fait stratégique en matière de politique publique. C'était l'époque, donc les années 90, où on fabriquait au ministère, à partir du ministère de l'Équipement et du ministère de l'Environnement, on fabriquait les plans de paysage, ils naissaient à cette époque-là. On commençait à fabriquer les atlas départementaux de paysage. Et surtout, ce qui va changer énormément de choses, la Convention européenne du paysage de Florence, signée en 2000, était en préparation. Et l'article qui a été produit dans la revue forestière française date très exactement de 2000, donc cette période tout à fait importante et dont je vais reparler. Donc c'est cette thèse qui s'intéresse à la manière dont les paysages sont fabriqués, les paysages, je dirais, matériels, physiques, et puis la représentation qu'on en a se plaçait dans un contexte universitaire où les sciences sociales, les sciences humaines s'intéressaient de plus en plus à la production du paysage, au-delà, disons, des approches classiques, disons, de la géographie physique, de la géologie, ou de la climatologie, et d'autres domaines comme celui-là. Donc il y a eu une époque, je dirais, où on s'est intéressé à ces questions-là, et ce qui m'amène finalement à ces quatre remarques sur ce que vient de dire Jean. Donc est-ce que cette démarche, je dirais, d'appréhension des paysages culturels, car il faut bien les appeler comme ça, est-ce que cette démarche aujourd'hui, je dirais, elle est intéressante par rapport à la question qu'on se pose, c'est-à-dire quels arbres il faut pour le golfe du Morbihan? Alors, ce qu'il a bien montré, c'est qu'il y a un processus que moi j'appelle avec un néologisme un peu barbare, la méditerranéisation. La méditerranéisation des paysages, c'est aujourd'hui un héritage. À l'époque, il y a 20 ans, on parlait pratiquement pas encore de transition climatique et de phénomènes de ce type et de transition environnementale. Mais tout ce qui a été montré aujourd'hui montre que finalement, cette méditerranéisation correspond très précisément à la situation climatique d'aujourd'hui. Puisque, prenons le chêne vert est présent, on l'a montré, c'est un héritage des temps historiques, et en même temps, ce chêne vert, c'est un arbre de la Méditerranée. C'est-à-dire on va passer d'un état climatique qui est celui, disons, d'un climat thermo-atlantique, puisque le mot a été utilisé, à un climat de type sud-méditerranéen, qui est celui pratiquement, on va dire, de la ville de Montpellier, où effectivement le chêne vert est extrêmement abondant. C'est-à-dire qu'on a une coïncidence que personne n'imaginait entre un héritage ancien et puis une prévision finalement à la fois de réchauffement climatique et puis de modification de la répartition des espèces, en particulier des arbres, sans compter les animaux qui sont associés à tous ces arbres. Donc ça c'est un premier point important. Ça veut dire que la palette végétale, pour utiliser le mot des paysagistes, la palette végétale dont on a besoin est déjà présente. Et ça c'est un atout tout à fait extraordinaire. Alors est-ce que ça veut dire que le bougainvillier va pouvoir effectivement se répandre partout? On n'en sait encore rien, mais ce qu'on sait, c'est que les conditions climatiques et les écotypes qui ont été sélectionnés ici sont déjà présents, et leur variabilité, ça a été rappelé pour des essences autochtones, comme le chêne, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que le souci qu'on aurait finalement de demander est-ce qu'on a les bonnes espèces dans le golfe, à mon avis, ce souci il peut être marginalisé, puisque finalement, ça n'empêchera pas de nouvelles espèces d'arriver, mais la palette végétale, utilisable, elle est déjà là. La deuxième remarque, c'est que en matière de paysage, les temps ont changé. C'est-à-dire que la notion de paysage qui existait il y a un siècle, et qui accentuait, je dirais, et qui mettait en avant, finalement, ce territoire breton, mettait l'accent sur le pittoresque, mettait l'accent sur l'exotique, c'est-à-dire substituait à une réalité sociale et historique bretonne une autre imagerie qui avait un intérêt par rapport à ce qu'on appellerait aujourd'hui le marketing territorial ou le marketing touristique.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette position, on va dire, sur le pittoresque, pour simplifier, elle a beaucoup changé en matière d'utilisation, même y compris dans le monde politique, de l'utilisation de la notion de paysage. C'est-à-dire on est passé pratiquement en une trentaine d'années, et c'est valable au niveau européen, puisque la Convention européenne du paysage, elle est européenne, c'est le Conseil de l'Europe. On est passé d'une notion essentiellement visuelle, les beaux paysages, les paysages exceptionnels, à une notion de paysage qui est beaucoup plus proche finalement de l'habitant, pas simplement du visiteur, et qui peut finalement se résumer à une notion de milieu à vivre, et de milieu, je dirais, pour la vie humaine, mais aussi pour la vie non humaine. Donc ces notions-là ont pénétré, cette nouvelle acception en quelque sorte de la notion de paysage, s'est répandue, et avec elle, finalement, la manière, je dirais, de réunir les perceptions du paysage avec des démarches en matière de projets qui sont de plus en plus participatives, qui mobilisent la démocratie, qui mobilisent la concertation et qui peuvent amener, je dirais, à des décisions, et même des co-décisions, et à une légitimité finalement de la décision publique certainement beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. La troisième notion, la troisième remarque, qui n'a pas été abordée là dans le travail, parce que ce n'était pas le but, dans le travail de Jean, c'est que aujourd'hui la notion de paysage est indissociable de la notion de politique publique de paysage. Et pas simplement avec une distinction qu'il faut faire avec la notion d'environnement. Les politiques d'environnement ne se confondent pas avec les politiques de paysage. La Convention européenne, que la France a ratifiée en 2006, en est un bon exemple. Je veux dire par là que le paysage est devenu une affaire publique, même s'il est, en matière d'arbres, même si les sols sont privés. Tout simplement parce que le paysage est une perception que l'on a depuis les routes, depuis les rues, sur tout ce qui nous entoure. Le paysage, c'est notre monde ordinaire de vie, que les spectacles soient exceptionnels ou que ce soit des milieux tout à fait ordinaires. Donc ça aboutit à quelque chose d'important, c'est que dans la mesure où les paysages deviennent d'intérêt commun, puisque tout le monde les regarde, d'intérêt public, ceux finalement qui ont une importance pour l'identité locale, pour l'identité des habitants, pour savoir qu'ils ne sont pas de n'importe quel territoire, mais de tel territoire ou de telle région ou de telle commune du Morbihan, aboutit à une notion importante qui est celle de patrimonialisation, de mise en patrimoine de ce qui n'était finalement pas un bien commun particulier, mais pour des raisons, alors que la loi d'ailleurs désigne en matière de sites et de monuments, qui sont de nature légendaire, pittoresque, scientifique, etc., sont les termes de la loi de 1930. Cette notion de patrimoine, aujourd'hui, elle sort totalement du cadre juridique ancien, du XXe siècle, 1930, ou de la loi sur les monuments. Ça veut dire que la notion de patrimoine, aujourd'hui, c'est une construction à partir des territoires, accompagnée par l'État dans certains cas, si l'État s'intéresse, et puis dans d'autres, finalement, qui relèvent des élus locaux. Et dans ce domaine, les arbres jouent un rôle important, l'attachement aux arbres joue un rôle important, et ça amène finalement, et je terminerai par ça tout à l'heure, ça amène à des notions, à des modèles d'arbres, en quelque sorte, très différents, qui soit sont réunis dans le même lieu, soit sont dissociés. Et enfin, une quatrième idée, alors qui avait été à peine abordée dans la thèse de Jean, qui est la notion de diversité et de biodiversification que l'on a, qu'aujourd'hui finalement s'impose, alors à la fois pour des notions de résilience essentiellement, plus un milieu est diversifié, plus son aptitude finalement à résister à des secousses, à des ébranlements, à des catastrophes, etc., plus cette résilience sera importante. Évidemment, si on a des peuplements monospécifiques, on sait qu'on peut aboutir à de très grandes catastrophes. Voilà les quatre notions, et je termine par les trois modèles d'arbres qui finalement apparaissent assez clairement dans le débat d'aujourd'hui. Je dirais qu'il y a l'arbre de rente, il y a l'arbre utile
Et il y a l'arbre finalement économique, sur lesquels se pose, on nous l'a dit aujourd'hui, se pose un certain nombre de questions sur leur transformation, sur leur replantation ou pas. Et puis il y a l'arbre pittoresque. Je dirais aujourd'hui même que le mot pittoresque est peut-être pas le bon. Moi, je parlerais plutôt de l'arbre poétique. Celui finalement qui déclenche nos affects, qui déclenche nos émotions. Et celui-là, il est de plus en plus important. Il était absolument ignoré il y a 50 ans ou 100 ans. Mais aujourd'hui, dans l'attrait des territoires, il y a la manière finalement de scénographier, de mettre en lumière, de mettre en scène, de mettre en valeur finalement, pas simplement les arbres extraordinaires, remarquables, bicentenaires ou multicentenaires, mais des lieux ordinaires. Et des lieux ordinaires qui finalement, à force d'être remarqués, deviennent de moins en moins ordinaires. Et toute l'identité et la singularité des lieux, des habitants, leur conscience des lieux est liée à cette manière finalement de s'intéresser à ces arbres poétiques. Puis il y a un troisième type d'arbre qui est aujourd'hui de plus en plus important, que faute de mieux, je vais appeler l'arbre écologique, c'est-à-dire celui qui, seul ou en général plutôt en peuplement, va finalement permettre à la fois, je dirais, des usages publics, autant que des usages privés, économiques, de rente, etc. Donc tout l'enjeu, c'est la manière aujourd'hui d'imaginer cette gouvernance des paysages arborés, soit en dissociant ces trois modèles d'arbres, soit en les réunissant, ce qui est une gageure pas facile à atteindre. On a un petit temps pour poser des questions à la fois à Jean Mahot et Pierre Donadieu, mais je vais commencer. Est-ce que si cette thèse avait lieu maintenant, plus de 20 ans après, est-ce que ça aurait changé quelques éléments de résultats ou de synthèse par rapport à l'évolution de perception sur ces boisements? Honnêtement, non. Je crois que finalement, je l'aurais même commencé ou abouti cette année. Je crois que les éléments n'ont pas... Il y a relativement peu de changements en 20 ans. Finalement, les arbres sont toujours là, même si effectivement certains vieillissent, etc., etc. Mais on ne voit pas beaucoup de choses changer. C'est quand même un élément important à prendre en compte. Et finalement, si j'avais des conclusions à tirer, je crois que je remettrais exactement les mêmes conclusions que j'avais quasiment faites sur ma thèse il y a de ça 20 ans. Quoi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, parce que peut-être que déjà l'arbre, en tant que tel, a une longévité qui est... Voilà, c'est une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Donc ce qui veut dire que 20 ans, pour nous, effectivement... on s'est quand même pris un petit coup de vieux. 20 ans pour les arbres, finalement, c'est pas grand-chose. Et ça, c'est déjà un élément important. Maintenant, si on disait finalement, c'est la thèse à plus 50 ou plus 70 ans, là, bien évidemment, les conclusions seraient sûrement différentes. On commence à le voir avec les cyprès de Lambert. Première introduction 1860, à peu près, enfin 1860-1868 à peu près sur le territoire. Donc on commence à avoir des arbres qui sont en bout de course, bien évidemment, qui ne se renouvellent pas, qui n'ont jamais été exploités, qui n'étaient pas destinés à être utilisés, parce que tout simplement implantés par les ponts chaussés à la base pour fixer les cordons dunaires. Et pour protéger d'ailleurs derrière les plantations de pins maritimes, on ne plantait jamais normalement les pins maritimes en première ligne, on mettait les cyprès et derrière, bien évidemment, on mettait les pins maritimes. Donc ces questions-là vont bien sûr se poser. La preuve, c'est que depuis ce matin, on en parle là-dessus, on parle quand même beaucoup de cela. C'est quand même bien aussi le sujet, quel arbre pour le golfe du Morbihan. Alors, ils sont pluriels, donc ça, c'est déjà bien. Il n'y aura pas que le pin, c'est absolument évident. Il y aura sûrement d'autres essences. Et moi, dans ma conclusion, ce que je reprenais en disant, il y a 20 ans, le chêne vert est sûrement une essence qui permettra... pas uniquement, mais en grande partie d'éviter peut-être ou de combler un peu les manques qu'il peut y avoir à certains endroits. Je redirais exactement la même chose aujourd'hui. C'est sûrement une essence d'avenir, ça c'est absolument clair. D'autres le sont beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'elle ne serait pas intéressante. Prenons le cyprès de Lambert. On remettrait du cyprès de Lambert au jour d'aujourd'hui. Rien ne dit que finalement il ne se comporterait pas correctement dans les 50 ou 80 ans à venir. Voilà, donc moi pour l'instant je reste assez optimiste sur les végétaux qui sont en place, qui pourront à la rigueur être renouvelés, etc. Mais
on est sûrement moins dans l'urgence climatique et autres que ce qu'on pourra rencontrer sur d'autres régions de France. Et ça, c'est quand même un super avantage pour le golfe du Morbihan. Alors, si j'avais à encadrer une thèse sur ce sujet aujourd'hui, je pense que je ne partirais pas sur les hypothèses que nous avons eues il y a 20 ans. C'est-à-dire, on se demandait finalement, faute justement de connaissances, quel rôle jouaient les représentations finalement dans la désignation, dans la qualification d'un paysage. J'aurais une autre hypothèse qui serait de dire aujourd'hui le devenir, alors on va dire des arbres puisque ça nous intéresse, le devenir des arbres et du sol qui est dessous dépend finalement d'une question essentielle qui est la propriété foncière. Et je pense qu'aujourd'hui, et je pense qu'un certain nombre de petits indices dans tout ce qui a été énoncé me l'indique, c'est qu'on va de plus en plus vers une dissociation des usages et de la pleine propriété. C'est-à-dire qu'en fait, les régimes juridiques et les réflexions, les chercheurs en droit, aujourd'hui étudient de plus en plus des façons d'avoir d'un côté ce qu'on appelle la nue propriété, et de l'autre côté, finalement, indépendamment des systèmes de location ou bien d'autres formes de propriété, de mettre en avant les usages les usages sociaux comme parfaitement légitimes pour effectivement décider pour les arbres à la fois de leur nature, de leur conservation, de leur transformation, et alors peut-être comme dans certains pays aussi, de dissocier la propriété du sol de la propriété des arbres. Ce qui n'est pas simple, qui ne fait pas du tout partie de notre culture, mais qui dans d'autres pays simplifie ou complexifie parfois les relations finalement entre les usagers d'une communauté, car dans tous les cas de figure, on est dans un régime qui crée du commun. La manière finalement d'envisager les arbres en commun, c'est ce que j'ai dit à propos de l'espace public, la publicisation des arbres amène finalement à dire mais est-ce que la propriété de ces arbres, dans la mesure où ils sont parfaitement visibles, voire traversables avec des sentiers, n'amène pas finalement à reconsidérer le droit qui les concerne. Je me permets de rebondir sur vos propos à ce sujet. Quand dans le sous-sol d'une propriété privée, il y a un gisement ou une richesse particulière, on peut venir la chercher. On n'est pas propriétaire de ce qui se trouve sous le sol. Donc on peut penser que le dessus pourrait être analysé au vu de la même façon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, si on trouve par exemple du pétrole ou quelque chose, un gisement particulier dans un sous-sol, on peut venir l'extraire même si vous êtes dans une propriété privée. Donc oui, on n'est pas propriétaire du sous-sol. Ça ne marche pas pour tout ce qui se trouve dessous. Si vous prenez l'eau, par exemple, vous êtes propriétaire d'une nappe qui se trouve à 1 mètre ou 2 mètres dessous. C'est-à-dire, plus exactement, vous pouvez pomper autant que vous voulez dedans. Or, les travaux qui ont été faits, disons, dans les 20 dernières années, montrent qu'à propos de conflits, justement à propos de l'eau, ça pourrait être à propos des arbres, et c'est une femme, une américaine, Elinor Ostrom, qui a été prix Nobel d'économie en 2009, qui a montré que finalement, là où il y avait des conflits, la gouvernance, finalement, là c'était de l'eau, mais ça pouvait être aussi bien des bancs de sardines en Méditerranée, mais ça peut être aussi le fait de ce qui est tombé, ce qui a été mis en propriété privée, mais qui peut finalement, à partir d'une gouvernance, à partir d'un modèle de gouvernance, refaire propriété commune. Et je pense que l'un des enjeux dans ces territoires littoraux convoités de multiples façons, c'est de créer une communauté d'usage autour de biens qui peuvent être publics ou privés. Oui, très vite, c'est juste pour rebondir sur ce que vous dites. Dans une activité antérieure, j'ai pu organiser pas mal de voyages d'études dans des pays d'Europe du Nord. En Suède, par exemple, j'ai vu à Stockholm, quand on achète un logement, on n'achète pas le terrain qui est en dessous. Il ne vous appartient pas. Donc ça change tout. C'est-à-dire qu'effectivement, le terrain restant la propriété collective, ça reste un bien commun. Il ne se ferme pas. Enfin, si tant est que la politique publique qui arrive derrière interdise qu'on le ferme. Et du coup, ça crée du commun, ça crée de l'échange.
ça crée pas du claustrat, ça crée pas du citoyen vigilant. Bon, après, il y a aussi d'autres cultures qui sont pas les mêmes, mais je trouve que ça, c'est un vrai sujet. Et je crois qu'on commence à voir aussi en France quelques exemples qui vont dans ce sens-là. Je crois du côté de Rennes, ça commence à se faire en termes d'urbanisme. Je vois pas ce qui nous interdirait de faire la même chose en France. Ah, tout à fait. Rien ne nous l'interdit. Il faut simplement que la recherche juridique suive un petit peu, parce que la culture juridique conditionne énormément de choses. Là-dedans, on l'a vu à travers l'appel finalement à des règlements qui n'existent pas toujours. Donc, c'est pas toujours le juriste qui va trouver la solution, mais c'est les besoins de la société, l'évolution de la société qui conditionne le droit, qui conditionne elle-même les politiques publiques. Oui, j'avais une question. Vous parliez de la patrimonialisation tout à l'heure. Je voulais savoir si parfois un certain taux de patrimonialisation n'entraînait pas une muséification du paysage, et si selon vous c'était un problème ou pas. Oui, c'est un problème, parce que la patrimonialisation, je dirais, radicale, un peu aveugle, dogmatique, aboutit effectivement à des phénomènes de fermeture complète. Mais tout dépend de ce qui est patrimonialisé. On a disons des objets, des bâtiments, des lieux qui sont uniques. S'ils sont reconnus comme uniques, on a tout intérêt, s'il y a un intérêt public, un intérêt général, à les conserver en l'état, voire à les restaurer et à les mettre dans l'économie publique, en particulier du tourisme et d'une économie de ce type-là. Lorsque la patrimonialisation aboutit à figer finalement totalement, je dirais, des objets, des lieux, etc., l'usage des lieux, on assiste à quelque chose qui est à mon avis dommageable, c'est-à-dire à une impossibilité de faire évoluer les usages. Donc, dans la mesure où les usages ne peuvent plus évoluer, on a pratiquement une impossibilité finalement de donner un sens finalement à une conservation. Il faut que la muséification ou la patrimonialisation ait un sens sociétal précis. Et à ce moment-là, elle ne pose pas de problème. Si elle n'a plus de sens sociétal, effectivement, il faut passer à autre chose. Oui. Oui. Je voulais revenir par rapport à la notion de méditerranéisation ici. Et en fait, ce qui ressortait aussi des jardins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une demande sociale forte, on le voit bien dans le secteur du paysage et des jardins. Et on voit des demandes de végétaux aussi particuliers. J'ai l'impression que les particuliers, donc les gens qui ont leur jardin, vont encore plus loin dans la méditerranéisation et vont rechercher même donc l'olivier, qui est énormément ramené des zones sud donc de l'Europe. Et donc c'est quelque chose qui a aussi beaucoup d'impact, qui a de plus en plus d'impact aussi dans les jardins. Et j'ai l'impression qu'il y a ce mythe de la Méditerranée qui est très fort culturellement et qui s'implante fortement dans l'esprit des gens. Et donc avec ces usages de végétaux qui sont finalement très marqués, et souvent dans les jardins, on a l'impression qu'il y a une déconnexion totale finalement de ce qui entoure le jardin, avec des choix de végétaux purement exotiques, enfin, qui n'ont plus de lien avec ce qu'on va retrouver dans le bocage autour par exemple. Et donc ça pose des questions, quoi. Est-ce qu'il y a un rejet? Est-ce qu'en même temps on va aller encore plus vite? Enfin, c'est des questions que je me pose un petit peu par rapport à ces jardins qui montrent quelque chose quand même d'intime aussi par rapport au paysage, quoi. C'est à mon avis toujours un peu la recherche de l'ailleurs, hein. Ouais. C'est-à-dire que finalement c'est toujours mieux ailleurs, hein, si j'ose dire. Ça c'est un premier élément. C'est vrai que dans les jardins, on voit bien, ne serait-ce que dans la gamme végétale proposée par les pépiniéristes en Bretagne, dit végétaux de climat doux, hein. Quand vous regardez un peu la liste, vous faites un tour du monde, hein. Et ce tour du monde finalement reprend principalement de nombreuses essences d'origine, alors j'ai dit tout à l'heure un peu néo-zélandaise, mais également beaucoup de plantes d'origine de climat originaire de climat méditerranéen, parce que finalement le climat méditerranéen c'est pas uniquement que la Méditerranée, hein. On le retrouve bien sûr en Californie, on va le retrouver également tout petit spot également en Chine, on va le retrouver également en Afrique du Sud, donc on a plein d'endroits comme ça. On retrouve des climats méditerranéens, donc chauds, secs, avec tout ce qu'on peut connaître derrière d'événements climatiques relativement violents, qu'ils ont connus il y a encore relativement peu de temps. Donc c'est ça. Donc à partir de là, finalement, comme
notre climat le permet, eh bien on est tout à fait capable d'aller piocher sur ces gammes végétales, donc sur ces palettes végétales, pour pouvoir les intégrer dans nos jardins et finalement avoir à la fois des végétaux type olivier qui viendront peut-être un jour ou l'autre, qui arriveront peut-être au moins déjà à s'acclimater sans trop de soucis, c'est déjà le cas aujourd'hui sur vraiment la frange littorale morbihannaise, mais pourquoi pas un jour ou l'autre, pourquoi pas être capable de directement se régénérer. Et on a également de nombreuses autres essences qui parfois sont très surprenantes quand on regarde les catalogues, qui tiennent parfaitement bien et qui tiennent parfaitement bien uniquement dans ces zones littorales, principalement le golfe du Morbihan, qui est incapable, certains végétaux sont absolument méditerranéens, sont absolument incapables de tenir sur la zone purement méditerranéenne, parce qu'à un moment donné, ils sont en total décalage, quand vous les faites venir par exemple d'Afrique du Sud ou ailleurs, finalement les saisons étant totalement inversées, eh bien, finalement, ne passe pas la période estivale sur la côte méditerranéenne. Alors qu'ils le passent, ces végétaux-là le passent très bien sur la partie bretonne, parce que tout simplement, l'impact de la chaleur est beaucoup moins conséquent, donc les végétaux sont beaucoup plus adaptés. Sachant que les végétaux qui viennent d'Afrique du Sud ou d'autres sont finalement en décalage de saison et se mettent en repos végétatif en période estivale chez eux, ce qui correspond à l'hiver chez nous. Voilà, et vice-versa. Donc ça veut dire que parfois, ils ont quand même beaucoup de mal à résister, principalement sur la Côte d'Azur, où ils sont en pleine végétation, alors même que c'est la période la plus difficile sur la Côte d'Azur, ce qui n'est pas le cas en Bretagne. Il y a aussi un changement de carte postale. On avait à une époque quand même une représentation des paysages, des jardins avec des hortensias, des mimosas, des figuiers. Finalement, ça a un peu disparu au profit de plantes encore plus typées exotiques, avec des feuillages très typés, des choses qui décrochent vraiment du paysage autochtone, quoi. Donc, tout à fait, hein, la végétation également australienne, hein, les banksia, etc., les grevillées, etc., toutes les plantes, toutes ces plantes avec des floraisons quand même assez, les protéas, hein, avec des très très grosses fleurs, etc. Toutes ces plantes-là, vous faites le jardin exotique de Roscoff, une fois que vous avez vu le jardin exotique de Roscoff, c'est ce climat relativement doux, avec quasiment 0 jour de gel, a tendance à généraliser sur vraiment le pourtour du littoral du golfe du Morbihan. Je peux vous garantir qu'on va avoir le jardin exotique de Roscoff sur une bonne partie des jardins privés du Morbihan. C'est absolument évident, parce que ça, c'est une véritable attente. Pourquoi ? Parce que justement, c'est quelque chose qui fait rêver, on est ailleurs, et sans systématiquement se déplacer à aller les voir sur place, et bien finalement, on vit un ailleurs, et finalement, c'est souvent ce qui est recherché avec les végétaux. Et le palmier, regardez, simplement derrière, là, rien que déjà là, on a du Phoenix canariensis, ce qui est planté ici vient des Canaries, hein, juste derrière. Donc vous voyez déjà, et pourtant, on est quand même dans un milieu quand même assez privilégié ici, et ils intègrent déjà des palmiers des Canaries. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une vraie demande également peut-être sociale ou je sais pas, d'identification. Et ce qui était vrai ici avec certains végétaux chez nous, l'est tout autant, ou là était tout autant sur la Côte d'Azur avec l'ensemble des palmiers qui ont été introduits en moins d'un siècle. Finalement, la Côte d'Azur telle que on la connaît. Si je vous dis finalement la Côte d'Azur pour vous c'est quoi au niveau des végétaux, tout le monde va me répondre il y a au moins des palmiers. Mais vous remontez un siècle auparavant, il n'y avait pas un seul palmier sur la Côte d'Azur, mis à part quelques petits endroits où c'était des palmiers, mais tout rabougris qui poussaient quasiment sur certains fonds de montagne. Hein. Voilà. Et alors pour terminer, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait qu'on apprenne à aimer notre flore locale. Là, on a l'impression d'être pris avec ce qu'on a vu dans un marketing presque poussé à consommer, à évoluer vers l'exotisme. À mon avis, oui, ce qui avait été souligné par différentes personnes, déjà, bien évidemment, ne pas ignorer la flore locale, c'est absolument évident, ça me paraît. Je crois qu'il y a déjà eu une sortie sur cette thématique-là, donc c'est vraiment un élément important. C'est bien évidemment, ces végétaux locaux sont tout à fait intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement se couper de ce qui pourra peut-être être utilisé par la suite. D'après ce qui a été dit ce matin, finalement, on a quand même un bon espoir de ne pas être systématiquement trop touché peut-être par les questions de réchauffement climatique. Donc ça, c'est quand même un élément important. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure sur le golfe du Morbihan. Rien n'empêche aussi de regarder, comme cet effet, il y a de cela quasiment maintenant un siècle et demi, ce qui se passe dans les jardins, alors les arboretums, les jardins d'acclimatation à l'époque, etc., pour finalement se dire, il y a eu plein de tests qui ont été réalisés ou des plantations qui ont été réalisées.
certaines d'entre elles, finalement, nous ont largement servi soit à des fins sylvicoles. Hein. Je prends donc par exemple le Douglas. Hein. Le Douglas, quand il était introduit, finalement, ça ne faisait pas fantasmer beaucoup de forestiers. Aujourd'hui, le Douglas, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Mais tout ça, on les avait déjà introduits, parfois même réintroduits, on les avait perdus, ils ont été réintroduits, testés, et au fur et à mesure, on s'est dit, ben voilà, maintenant, on a besoin de ces essences-là. Quand vous êtes sur la côte méditerranéenne, le jardin Turet fait exactement partie de ce type de choses-là, où ils ont testé, où ils testent encore maintenant des essences sud-africaines ou d'autres provenances, en se disant, peut-être qu'un jour, on aura besoin de puiser, peut-être, dans ce vivier, et on verra si vraiment c'est quelque chose qui est nécessaire. Oui. J'allais vous dire, on n'a pas du tout parlé du Douglas et je viens d'entendre le mot Douglas. Alors, ma question c'est, est-ce que vous pensez que le Douglas est une essence particulièrement fragile dans l'avenir, notamment compte tenu de ses racines adventives, je crois qu'on dit, par rapport aux racines au contraire pivotantes des chênes qui vont chercher l'eau très loin. Or, même le chêne, on dit qu'il est fragile dans l'avenir. Et qu'en pensez-vous du Douglas ? Alors je suis pas un forestier, enfin moi je suis pas un forestier pur cru, pur jus si j'ose dire. Donc la personne de l'ONF est présente ou pas là il est là. Oui. Bah, je crois que la meilleure personne pour répondre c'est vous. Je vous passe le micro. Oui. Alors quelques mots sur le Douglas. Donc il a été introduit massivement, on va dire, par le FFN, hein, on en parlait tout à l'heure, Fonds forestier national, enfin, grâce à lui, hein, dans les années 60. Alors oui, il a été introduit avant, mais de façon massive, je veux dire, en France. Hein, voilà. Les grands reboisements, c'était le Massif central, c'est 1 million d'hectares de Douglas quand même, ce qui représente quand même un 15e de la forêt française, c'est pas rien. Et puis oui, mais sinon oui, il a été introduit bien avant, mais à petite dose. Alors pour l'instant, on n'a aucun souci sanitaire sur le Douglas. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne voit pas mourir de Douglas de façon naturelle. Alors déjà pour une raison, c'est que on a introduit le Douglas, mais pas ses pathogènes. On les a laissés voilà, sur la côte ouest des États-Unis. Et puis là où il a été installé, et où il se comporte bien, il est dans des conditions qui lui conviennent bien. Là où on a essayé de l'installer, notamment en plaine, où il n'y avait pas assez d'eau, le Douglas, il lui faut 1000 mm d'eau. Voilà. En dessous, il n'aime pas trop, au-dessus, c'est bien. Et donc, pour l'instant, là où on l'a installé, il n'y a aucun problème. Voilà. Sinon, c'est un arbre excellent, parce que c'est un bois. Son gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le traiter. Voilà, il est traité naturellement, on va dire classe 3, je crois, ou 4, je ne sais plus. Mais voilà, c'est un très bon bois. Merci.